Nous allons commencer notre manifestation. Monsieur le sous-préfet, messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus, monsieur le président de la commission coopération de l'Association nationale des élus du littoral, monsieur le directeur de la Caisse des dépôts et consignations, monsieur le président des VA Tourisme, mesdames et messieurs les présidents et responsables des différents organismes représentés, mesdames et messieurs, je veux d'abord vous souhaiter la bienvenue dans cette enceinte où nous allons procéder au lancement officiel de la démarche Passeport vert sur le territoire sud-martinique. Je remercie monsieur le sous-préfet de sa présence. Je salue l'ensemble des élus présents, parmi lesquels le conseiller exécutif, mais n'est pas encore arrivé, qui devrait arriver, mais nous avons un conseiller territorial présent dans la salle qui représente le parc naturel régional. Je suis également sensible à la présence de mon collègue Gérard Wiz, président de la commission coopération de l'ANEL, à celle de M. Hubert Roche, directeur territorial de la Caisse des dépôts et consignations, accompagné de Mme Emeline Lerouet, qui est dans la salle, chargée de développement territorial, à la présence aussi de M. Hubert Vandeville, président des VA Tourisme. Ils représentent tous des institutions dont le partenariat est essentiel à la mise en œuvre du passeport vert, une démarche qui nécessite aussi l'implication d'organismes publics et privés et des professionnels du tourisme, que je remercie d'avoir répondu à notre invitation. J'apprécie d'autant plus de vous accueillir aujourd'hui qu'il y a une semaine, exactement 8 jours, jeudi dernier, intervenait notre rendez-vous important, la signature de l'accord 4, Odyssea Croissance et Tourisme Bleu Caraïbes, entre l'espace sud, la ville du Marin, la collectivité territoriale de Martinique, la Fédération française des ports de plaisance et le secrétariat d'État au tourisme. La programmation rapprochée de ces événements met en relief la complémentarité des deux démarches qui visent la promotion d'un tourisme durable. Deux démarches en faveur d'un développement respectueux des équilibres naturels, de la culture et de l'identité des peuples. Je suis convaincu de la vocation du tourisme du territoire sud à investir ce type de démarche. Je l'ai rappelé jeudi dernier au Marin à propos d'Odyssea. Je ne peux que le confirmer aujourd'hui concernant le passeport vert. Le territoire sud, c'est un poids considérable dans l'économie touristique martiniquaise. C'est en même temps un fort potentiel de progression dans ce secteur. Nous avons de formidables défis à relever en termes de valorisation de nos atouts humains, économiques et culturels, en termes de valorisation et de préservation d'une biodiversité aussi riche que vulnérable. Pour ne parler que des atouts naturels, le territoire sud, c'est 11 communes littorales sur 12. Le seul récif strictement corallien est le plus grand herbier de l'île. La mangrove de Génipa, des espaces naturels remarquables comme le Grand Macabou, le Rocher du Diamant ou le Cap Salomon. Un potentiel de développement des énergies renouvelables, des zones de baignade aménagées, des principaux spots de plongée de Martinique. Le plus grand port de plaisance de la zone sud-Caraïbe au Marin. Autant d'éléments qui créent les conditions d'une offre de qualité autour de voies vertes et de voies bleues. Préserver et valoriser ces atouts passe par différentes actions que nous menons au niveau communautaire, à travers le plan climat-énergie territorial,
le contrat littoral, la création de zones de mouillage, une politique ambitieuse de collecte de déchets, la promotion du pescatourisme ou de l'agrotourisme. Cela passe par d'autres actions relevant d'une dynamique de développement local par les acteurs locaux, dynamique que nous allons approfondir à travers la compétence tourisme que les communautés d'agglomération sont appelées à exercer. Il nous appartient d'inscrire nos partenariats locaux dans des projets de développement intégré, en n'hésitant pas à nous appuyer sur des expériences menées ailleurs avec succès, surtout quand elles bénéficient d'un cadre défini à l'échelle internationale et qu'elles sont clairement orientées vers le développement durable. Cette conviction m'a conduit en tant que vice-président de l'ANEL à faire en sorte que l'Espace Sud bénéficie de l'expertise de cette association dans la mise en œuvre du passeport vert. Une démarche lancée par le Programme des Nations Unies pour l'environnement en 2011 et que le département de Loire-Atlantique a initié dès 2012 dans des conditions remarquables. Nous entendons d'ailleurs dans un instant le message que Mme Françoise Améon, vice-présidente du Conseil départemental de Loire-Atlantique, a tenu à nous adresser. Le 1er mars dernier, notre Conseil communautaire a unanimement validé la candidature de l'Espace Sud à cette démarche. Nous avons depuis été retenus par l'ANEL parmi les sites pilotes, ce qui a été rendu officiel lors d'une manifestation qui s'est tenue le 7 avril à l'Assemblée nationale à l'invitation du président de l'ANEL, Jean-François Rappel. Le passeport vert, c'est un ensemble d'outils, d'éléments, de méthodologies et de calendriers dont Gérard Wills et Hubert Vanderville vont vous parler tout à l'heure. Je veux pour ma part insister sur les grands enjeux de la démarche. Je pense à la mobilisation collective qu'elle crée pour favoriser un tourisme attentif aux éco-gestes et à la réduction de l'empreinte carbone. Je pense à la possibilité de fédérer les professionnels et le secteur public autour d'un projet avec l'objectif de communiquer auprès des touristes, d'inscrire leur territoire, positionné comme destination responsable dans une dynamique de création de valeur et d'emploi, sans oublier la faculté permanente de pouvoir mesurer, évaluer, comparer, améliorer et progresser. La présence dans cette salle de professionnels du tourisme, aux côtés des élus et des différentes institutions publiques, est significative de la synergie que nous devons impulser. Je le dis en soulignant de nouveau la connexion évidente avec Odyssea, qui comporte d'ailleurs un volet Odyssea Protect, de protection et de sensibilisation à l'environnement. En terminant, je veux dire qu'en devenant la première institution publique des Outre-mer à s'engager dans la démarche Passeport Vert, la communauté de l'Espace Sud est consciente du challenge qui se présente à elle. Dans un pays confronté aux difficultés que l'on sait, à une forte émigration de sa jeunesse, à la vulnérabilité écologique spécifique au territoire insulaire, mais qui possède en même temps de nombreux atouts à valoriser, il me semble que le défi Passeport Vert mérite d'être relevé. Je vous remercie toutes et tous de confirmer par votre présence que vous partagez vous aussi cette conviction. Merci. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Sous-préfet, Monsieur le Président, Monsieur le représentant de l'ANEL, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, la Caisse des dépôts est ravie d'être à vos côtés en ce jour d'installation de cette démarche Passeport Vert. Nous sommes ravis au niveau local de voir que l'Espace Sud a été retenu comme site pilote au niveau national. La Caisse des dépôts est très attentive et accompagne l'ensemble de ces démarches qui servent à mettre en place des outils d'aide à la décision sur les équipements touristiques, sur cette thématique du tourisme, de l'économie bleue, ces sujets qui sont éminemment importants pour le développement économique.
Nous accompagnons à la fois l'ANEL au niveau national pour faire en sorte que ce dispositif puisse avoir une déclinaison locale. Et par ailleurs, nous, une fois ces outils mis en œuvre et le positionnement et l'identification des différents équipements structurants pour le territoire mis en œuvre, nous sommes à votre disposition pour vous accompagner selon différents critères d'intervention, aussi bien en tant que bailleur de fonds, mais également en tant que partenaire investisseur des opérations structurantes, pour faire en sorte que ces opérations émergent pour le bienfait du développement du territoire. Donc on renouvelle cette volonté de participer à vos côtés au développement du territoire. Ce que nous essayons de faire depuis assez longtemps, c'est un jour un peu particulier puisque nous sommes nés le 28 avril 1816, c'est notre anniversaire aujourd'hui, on fête nos 200 ans et depuis tout ce temps on est aux côtés des collectivités locales pour les accompagner dans leur projet structurant. Donc on vous renouvelle cette disposition de la part de la Caisse des dépôts et une forte volonté locale. Je vous remercie. D'accord, on va écouter le message de Madame Améon. Non. Non. Eh bien, on va, en attendant, préparer. Je vais donner la parole à M. Gérard Witz, président de la commission coopération de l'ANEL, je le répète, l'Association nationale des élus. Voilà. M. Gérard Witz. À la barre. Bon, merci Monsieur le Président, mon cher Eugène. On se voit souvent à Paris parce que les élus d'outre-mer sont des fidèles acteurs de l'ANEL. Et donc je suis doublement heureux d'être ici aujourd'hui, à la fois pour le lancement de Passeport Vert, et puis aussi pour le fait que, comme le rappelait tout à l'heure le Président, c'est la première collectivité d'outre-mer qui fait acte volontaire de se lancer dans cette démarche-là. Je voulais aussi, mais ça le Président m'a dit rapidement, rappeler que notre Président national, Jean-François Rapin, qui bien sûr aurait bien aimé être à ma place ici pour présenter cette démarche, mais comme il a de nouvelles responsabilités, il n'a pas pu répondre à l'invitation du Président de la communauté scientifique et c'est moi qui ai eu cette chance de pouvoir venir vous parler de cette opération. En fait, ce que je voulais vous dire très rapidement, parce qu'on reviendra tout à l'heure sur une présentation plus détaillée de ce qu'est le passeport vert, je dirais l'appellation, il ne faut pas y attacher une valeur trop importante ou significative, c'est passeport vert parce que c'est une démarche qui se veut de développement durable. Donc dans le cadre de l'économie verte. Ce n'est pas, ça aurait pu paraître paradoxal que les élus du littoral se préoccupent d'une démarche verte. En réalité, c'est bien une approche de développement durable que l'on a mis en place. C'est quelque chose qui, comme l'a rappelé le Président, est issu d'un programme international. La dimension internationale du passeport vert est très importante puisque c'est quelque chose qui a été lancé en 2011 dans différents pays, le Costa Rica, le Brésil. L'Afrique du Sud a mis en place une démarche passeport vert pour la Coupe du Monde de foot. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui n'est pas simplement à l'échelle d'une association nationale ou d'un territoire national, c'est vraiment une véritable approche internationale pour justement s'intégrer dans cette vision durable appliquée au tourisme. C'est un partenariat donc, que l'ANEL a conclu au titre national avec le programme des Nations Unies pour l'environnement et qu'il a fait au nom de ses adhérents et en accord avec l'ensemble de ses adhérents pour lancer cette expérience qui n'est pas la première en tant que telle, puisque vous le verrez tout à l'heure avec l'intervention de Mme Améon, qui est vice-présidente du conseil départemental de Loire-Atlantique. Ils ont démarré cette opération en 2012. Et nous avons tenu donc à les associer en copilotage de l'opération parce qu'il est important pour les territoires
qui vont se lancer, expérimentaux, d'avoir un lien avec d'autres territoires qui ont déjà mené ces actions pour montrer où sont, je dirais, où les difficultés, où les progrès qui sont à faire, ou que l'on peut faire. Donc, nous avons, en accord avec le conseil d'administration et donc avec le président qui bien sûr, en fait partie, nous en avons discuté longuement, nous avons préparé ce travail pendant plus d'1 an sur la méthodologie et sur la manière d'intervenir. Et donc, ce que nous avons envisagé, c'est que l'ANEL porte en lien avec ses partenaires nationaux, dans le cadre de son propre réseau, c'est-à-dire, ça a été rappelé par M. Roche, avec la mobilisation de la Caisse des dépôts et consignations qui nous suit et qui supporte en plus financièrement le coût de l'opération nationale, il faut le rappeler, mais aussi avec les ministères, avec d'autres organisations comme l'ADEME, avec des organismes spécifiques au tourisme comme l'Association française des offices du tourisme, et à tout France, avec également l'ADEME pour la partie, je dirais, environnementale et lutte contre le réchauffement climatique. Nous essayons donc de mobiliser tous ces acteurs-là pour qu'ils viennent en soutien sur les territoires et permettre aux élus des territoires de trouver l'appui dont ils ont besoin pour lancer la démarche. Ce que nous avons prévu, c'est une méthode de travail souple, ouverte et surtout qui intègre ou qui s'intègre dans des démarches qui sont déjà en cours. Il ne faut pas penser que la démarche Passeport Vert, c'est une démarche supplémentaire qui vient se mettre sur le territoire à côté de ce qui se fait déjà. Au contraire, c'est de partir de ce qui est déjà en cours, de ce qui se fait, pour voir comment ces actions-là peuvent enrichir la démarche de Passeport Vert. Et le président l'a dit tout à l'heure, et j'ai été également très attentif, mais on est en contact aussi au niveau national avec Odyssea. Je crois que ce qui a été fait la semaine dernière ici, en tout cas ce qui s'est passé la semaine dernière ici, est démonstratif de la complémentarité des actions qui sont possibles. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est justement de faire en sorte que toutes ces actions-là puissent se retrouver pour aller dans le sens d'une démarche exemplaire en matière de production et de consommation durable. Alors, bien évidemment, c'est quelque chose qui va s'appliquer au secteur du tourisme, mais le secteur du tourisme, largement compris, ce n'est pas que les professionnels du tourisme stricto sensu, c'est tous ceux qui, par leur activité, participent à l'action touristique et à la qualité touristique. C'est pour nous ici, ce sont les agriculteurs, ce sont les pêcheurs, ce sont également toutes les instances qui peuvent s'intéresser à l'accueil des visiteurs, à la mise en valeur du territoire, etc. Donc c'est quelque chose de très large. L'essentiel, c'est qu'on aille vers un système de fabrication d'offres touristiques qui se veuille exemplaire en matière de lutte contre le réchauffement climatique, en matière d'économie de ressources et d'énergie, en matière bien évidemment également de qualité, et de faire en sorte que tous les travaux qui sont faits tant par les pouvoirs publics et les représentants ou les élus des communes membres du territoire, comme les professionnels qui sont sur ces territoires, puissent valoriser leur action et bien sûr derrière, au-delà des résultats qu'ils en attendent pour eux-mêmes et pour leur activité, que ce soit quelque chose qui puisse valoriser auprès des consommateurs que sont les touristes et que ceux-ci soient conscients de l'effort qui est fait sur le territoire qui les accueille. Et de retrouver, et bien sûr de valoriser ainsi ces territoires-là et d'aller plus loin, comme le rappelait le président, dans s'il y a des problèmes d'immigration au sens, parce que là je ne parle pas du territoire de l'espace sud Martinique, mais comme ce sont des choses qui s'appliquent également dans des pays en développement, et également c'est de pouvoir répondre à des besoins sociaux et environnementaux, mais en même temps économiques, sur ces territoires-là. Ici, bien sûr, la question c'est comment faire en sorte que l'action qui sera entreprise à travers le passeport vert sur ce territoire soit
une action exemplaire pour que l'on puisse en parler et puis que l'on puisse attirer, je dirais, ou conforter la place de ce territoire dans la dimension touristique. Et puis plus loin, et ça c'est le rôle peut-être de l'ANEL au niveau national, plus loin, de pouvoir le porter au niveau international. Et d'ailleurs, ce que l'on cherche aura à faire, et c'est pour ça que je suis particulièrement heureux au nom de l'ensemble de nos collègues de l'ANEL, que l'outre-mer et que l'espace sud Martinique soit lancé dans l'opération, soit un des premiers à s'être lancé dans cette opération-là, c'est le rôle que joue l'outre-mer d'une manière générale dans l'image qu'il porte au niveau international. Et comme le passeport vert est une démarche internationale, on est en discussion en ce moment et on espère que l'on pourra, d'ici la fin de l'année, pouvoir porter à cette échelle-là déjà des éléments d'application qui auront été faits sur le territoire, et notamment, vous le savez, il y aura au mois de novembre une réunion à Marrakech de la COP22, et nous sommes en train de discuter pour savoir comment les expériences que l'ANEL est en train de mettre en place au titre du passeport vert pourront servir également d'exemple et de référence de démarches qui sont dans le sens d'un meilleur développement appliqué au tourisme. Et c'est pour ça que je m'associe à ce qu'a dit le président, mais je suis reconnaissant, je sais que c'est des choses qui seront, eh bien, que cette démarche-là, en complément avec toutes celles qu'il a déjà citées, soit un véritable succès, que l'on puisse mettre ainsi en avant à la fois le territoire du Martinique, mais d'une manière plus générale, la question des départements d'outre-mer, parce que c'est un enjeu, pas simplement pour le département, mais pour l'image de la France à l'international. Voilà. En tout cas, mon cher président, je te remercie et je te félicite d'avoir pris cette décision aussi rapidement et d'avoir lancé la démarche ici, et j'en suis personnellement très heureux. Mais je n'en doutais pas. Merci. La technique est prête là pour... Voilà. Bonjour à vous tous. Vous comprendrez bien que je suis vraiment désolée, mais très sincèrement désolée de ne plus pouvoir être avec vous aujourd'hui. Eh bien, le passeport vert, pour nous, c'est plus qu'un label. C'est un catalyseur. Catalyseur qui nous permet effectivement, dans un premier temps, de labelliser un certain nombre de structures à caractère touristique, bien évidemment, mais aujourd'hui, c'est une vraie déclinaison d'un tourisme durable pour la Loire-Atlantique. Eh bien, il le fait à travers 3 actions principales. Dans un premier temps, en rassemblant bien évidemment l'ensemble des acteurs du tourisme, mais aussi en les sensibilisant, ce qui est absolument essentiel bien évidemment pour drainer vers nous d'autres potentiels acteurs, mais c'est aussi un certain nombre d'actions de communication que nous faisons régulièrement avec les mêmes acteurs. Eh bien, pour eux, c'est de s'impliquer sur une thématique qui est extrêmement porteuse. Mais c'est aussi de pouvoir mutualiser toutes les expériences qui ont été les leurs, c'est de pouvoir anticiper un certain nombre d'actions réglementaires qui ne manqueront pas d'arriver en matière de développement durable, et puis c'est d'utiliser l'ensemble des outils qui sont mis à leur disposition par la Loire-Atlantique. Eh bien, dans un premier temps, ça leur permet de se valoriser eux-mêmes, mais de valoriser aussi leurs actions, et ceci en direction de plusieurs interlocuteurs potentiels, à savoir tout le public qui peuvent accueillir, mais l'ensemble des autres professionnels aussi, et puis de capter potentiellement une clientèle nouvelle. La seconde valeur ajoutée effectivement
de cette démarche, c'est d'avoir une vision globale départementale. Vision globale qui n'empêche absolument pas, et bien au contraire, de regarder de façon spécifique ce qui peut se passer sur les territoires en fonction de l'évolution culturelle de chacun, des habitudes et des usages de chacun sur les territoires. Donc voilà, on est vraiment sur ces deux dimensionnements qui nous permettent à nous, départements, d'ancrer cette démarche en fonction de chacun, en fonction de l'état d'avancement de chacun. Eh bien, écoutez, ça se porte plutôt bien, puisqu'aujourd'hui, on a environ 16 fédérations, intercommunalités ou syndicats qui portent effectivement cette démarche, mais c'est aussi une quinzaine de professionnels qui sont engagés là-dedans, sachant qu'on a environ une dizaine de dossiers aujourd'hui qui sont déposés et potentiellement peuvent prétendre à l'obtention de cette labellisation passeport vert. Il y a 3 audits qui sont en cours. On mène ces audits justement pour permettre le plus en amont possible aux prestataires potentiels d'avoir une démarche qui soit très très confortée et très positive pour eux. Et puis on porte tout ça à travers un référentiel global départemental, ce qui nous permet, ce que je vous disais tout à l'heure, la traduction d'une politique départementale à part entière. Politique départementale qui se traduit à travers l'itinérance, à travers l'éco-slow tourisme, qui est une valeur qui nous semble extrêmement importante, mais aussi le tourisme solidaire et le tourisme social. Et pour ce faire, on a décliné une communication qui porte d'une façon très très apaisée aussi l'ensemble de cette politique pour l'ensemble du territoire de la Loire-Atlantique. Eh bien oui, bien évidemment. Quand je vous présente tout ça, je prends conscience que ça peut paraître énorme, que ça peut être une montagne. Mais rassurez-vous, rien de tout cela n'est insurmontable. Loin s'en faut. C'est une politique publique à part entière qu'il vous faut porter, mais pour ce faire, il faut bien évidemment s'adjoindre les services d'une personne qui soit une personne dédiée. Non seulement pour vous-même au sein de vos services, mais bien évidemment pour l'ensemble des porteurs de projets. Parce que pour eux, il va falloir organiser collectivement, motiver collectivement, générer la capacité à partager les expériences. Et puis, pour ce faire, il va falloir se doter d'outils. Il va donc falloir animer ces outils. Et ces outils, ça peut être ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, le fait de mener des audits, tout autant que d'organiser un certain nombre de rencontres annuelles de façon à motiver tout et chacun, mais aussi déployer des formes de communication qui permettent de communiquer bien évidemment sur la démarche, mais aussi sur ce qui est mis en place par les porteurs de projets. Et puis si vous portez tout ça avec une politique pour votre territoire, eh bien, soyez rassurés, je pense que vous y arriverez tous et nous y arriverons collectivement. Lumière. Merci. Bon, nous allons continuer de l'intervention. Monsieur Laventure, il ne peut pas, il devait représenter la CTR puisque le président de l'exécutif n'est pas en Martinique. C'est monsieur Laventure qui devait venir, mais il a eu un petit problème juste avant de laisser Port-de-France. Alors il ne sera pas là tout de suite. Je vais laisser la parole à monsieur le sous-préfet, monsieur le représentant de l'État. Merci Monsieur le Président. Donc n'ayez crainte, je ne vais pas parler 10 minutes. Je vais être bref, simplement pour vous remercier de m'inviter à ce lancement dans un premier temps, mais aussi pour vous remercier de me faire passer une semaine agréable. Une semaine agréable pourquoi? Parce que jeudi dernier, j'étais à la signature de la convention cadre aux marins. Hier, j'étais aussi au marin pour la Mini Transat qui doit s'organiser bientôt. Et aujourd'hui, je suis ici sur le passeport vert. Bon. Et en fait, ce qui me rend serein, c'est que j'ai pas à mobiliser trop mon cerveau pour trouver de la cohérence. Depuis une semaine, il y a plein de cohérences. Il y a eu un gros travail qui a été fait, et je salue la ville du Marin qui a été à l'initiative avec Odyssea. Il y a un gros travail qui a été fait, et à chaque fois,
aussi bien hier lors de la réunion de travail sur la Mini Transat qu'aujourd'hui, je trouve cette cohérence qui est au-delà du passeport vert. Moi je parle de développement, on peut parler de développement durable, on peut parler de développement économique, chacun parle de ce qu'il veut. La Loire-Atlantique parle breton surtout, parce que j'ai reconnu aussi cette volonté bretonne souvent d'être dans le développement durable et de vouloir porter certains messages, mais en Martinique il y a d'autres messages. Et c'est vrai que je ne dis jamais développement durable, moi je dis développement tout court. Développement tout court. Et en fait, développement tout court, ça veut simplement dire que la Martinique, le Sud, se fédère pour porter vraiment les atouts de cette île. Les atouts de cette île. On est dans une mondialisation, on est au moins au niveau des Caraïbes, dans une compétition interile. Et il faut faire en sorte que la Martinique arrive à se positionner dans les Caraïbes. Et je crois que grâce à ces atouts, c'est bien ce qui emmènera la Martinique à devenir un pôle pour les touristes, à devenir un endroit où l'on veut se rendre, et non pas un point sur une carte que l'on pointe dans un voyage, mais un endroit où l'on veut se rendre. Et c'est vrai que de la compétition économique pure et simple, en disant on va être moins cher qu'ailleurs, je dirais ça a un début, ça a sûrement une fin, parce qu'il y aura toujours des moins chers. Par contre, proposer autre chose, et proposer plus, et proposer mieux, c'est un peu l'esprit d'entreprise, c'est ce qui nous anime tous, c'est de dire qu'on doit être toujours un petit temps en avance pour pouvoir accueillir et pour pouvoir aussi faire revenir les touristes. Vous avez vu toutes et tous que nous avons eu cette année une augmentation des vols, une augmentation des touristes sur la Martinique. Ben, il s'agit pour nous de faire en sorte que ces touristes reviennent et que cette destination Martinique reste une destination privilégiée. Et c'est vrai que par le biais de tout ce qui est lancé entre Odyssea, le passeport vert et autres, nous entrons résolument dans ce qui fera demain, je dirais, les atouts de la Martinique et le développement de la Martinique. Et en même temps, ça nous permettra évidemment aussi de préserver ce que sont ces atouts de la Martinique, c'est-à-dire l'environnement, la richesse du territoire, et le fait que quand on vient en Martinique, on ne va pas obligatoirement simplement dans un hôtel fermé, mais on va aussi découvrir autre chose. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vous voulez fédérer l'ensemble, je salue aussi les personnes qui sont autour de nous, tant pour construire, mais aussi pour accompagner. Je suis sûr aussi que la CTM sera volontaire, puisque la CTM s'est inscrite résolument dans le projet Odyssea aussi. Donc, on est vraiment sur un sujet qui intéresse la Martinique, dans un premier temps l'espace sud, et je salue là aussi la grande cohérence de l'ensemble des élus. Là, on est vraiment dans la démocratie locale. Et cette démocratie locale, c'est quelque chose de très bien, parce que les services de l'État seront là pour accompagner, mais c'est quand les élus s'emparent de leur destin, des politiques, que les choses avancent. Donc, moi, je ne peux qu'être très satisfait de cette démarche, vous réitérer mes félicitations et dire que naturellement nous serons là, mais que c'est vous qui avez dans vos mains, je dirais, le sujet, qui avez dans vos mains l'occasion de porter encore plus haut et de faire en sorte que ce que tout le monde appelle de ses voeux, ce développement durable, ce développement tout court de la Martinique, perdure et s'amplifie pour les années à venir. Merci. À la présentation de la méthodologie sur le passeport vert par M. Hubert Vandeville, président des VA Tourisme. Oui, pendant que nous sommes en train de régler les questions des techniques, ce qu'on a souhaité avec le président, c'est que, au-delà de la philosophie générale du projet Passeport Vert, nous puissions vous expliquer comment on a conçu cette démarche-là, avec l'assistance
d'un expert sur les sujets, l'ANEL a souhaité porter la méthodologie au niveau national dans une méthodologie d'ensemble, mais qui ne veut pas dire qu'elle est rigide et que vous devez, au niveau territorial, vous couler dans cette méthodologie. Au contraire, ce qu'on va essayer de vous montrer, c'est comment on peut appréhender l'approche passeport vert et quels outils on peut mettre à votre disposition. Ça, c'est un débat qu'on a eu au sein de l'ANEL au niveau national. C'est qu'on puisse, notre rôle en tant qu'association nationale, c'est de pouvoir vous apporter un soutien technique et de prise en charge par l'ANEL pour que les territoires puissent eux-mêmes définir ce qu'ils considèrent comme prioritaire, la manière d'intégrer ce qu'ils ont déjà démarré et la façon, je dirais, d'aller vers les objectifs qu'on s'est fixés, qu'on vous a présentés tout à l'heure. Alors, l'objectif que nous avons maintenant dans la séance qui vient là, c'est de pouvoir vous présenter la méthodologie. Monsieur Vandeville, qui est notre prestataire de service et qui nous fournit des outils, donc, va vous présenter la méthode, mais surtout avec le président qui a suivi lui aussi la préparation. Si vous avez des questions pendant cette présentation, n'hésitez pas à les poser de manière que soit M. Vandeville, techniquement, soit nous-mêmes par rapport à l'ANEL, nous puissions vous dire, essayer de vous éclairer sur les interrogations que vous aurez. Voilà. On peut y aller, Président ? Si, on peut y aller. Alors, donc, bonjour à tous, Monsieur le Président, Monsieur le Sous-Préfet, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, bonjour à tous, Mesdames et Messieurs. C'est un grand plaisir d'être ici pour présenter la démarche Passeport Vert. Il y a 5 ans, j'avais discuté avec Hélène Arré, qui était la responsable du projet Passeport Vert au programme des Nations Unies pour l'environnement. Et c'est vrai qu'il y a 5 ans, on n'imaginait pas forcément l'ampleur que ça pouvait prendre aujourd'hui, où le Passeport Vert était à l'époque uniquement utilisé par les pays, dans le cadre notamment de grands événements internationaux. Et c'est vrai que suite à l'impulsion de la Loire-Atlantique, puis la discussion qu'on a eue avec l'ANEL, aujourd'hui on arrive dans une dynamique qui est très forte et également les territoires locaux se l'approprient véritablement. Donc comme vous l'avez compris, le Passeport Vert, c'est un programme international porté par le programme des Nations Unies pour l'environnement, je ne vais pas revenir beaucoup dessus. C'est une reconnaissance à l'international. Alors, vous avez peut-être en tête le mot label. Alors, c'est plus qu'un label, hein, c'est pas juste un petit pictogramme que l'on va mettre sur les établissements, sur les professionnels qui s'engagent. C'est une vraie démarche de territoire. Et c'est un chapeau qui permet de donner une impulsion sur un territoire, et chaque territoire fait ce qu'il veut sur son propre périmètre. L'intérêt dans cette démarche, c'est que l'ANEL va proposer des outils et des méthodes qui soient collectifs. On va en reparler dans les diapositives. Et on a eu déjà une première expérience sur laquelle s'appuyer, qui est la Loire-Atlantique. Alors, si on parle très concrètement en termes de résultats, à quoi on peut s'attendre lorsqu'on lance une démarche de passeport vert sur un territoire? L'idée, vraiment l'objectif du passeport vert, c'est d'avoir des outils pour piloter et mettre en synergie l'ensemble des acteurs et des parties prenantes d'un territoire sur le thème du tourisme, pour valoriser une offre qui soit plus responsable et créer de la valeur. On est là donc sur du pilotage, la communication, la valorisation, la création de valeur. Si on mène le projet à bien, eh bien on aura pas mal de bénéfices. Le premier d'entre eux, c'est qu'on va engager les acteurs d'une manière collective. Je pense que vous avez tous en tête des projets qui sont menés de manière individuelle. Eh bien, lorsqu'on joue de manière collective, on va pouvoir mieux communiquer, on va pouvoir peut-être lever plus de financement et avoir une meilleure portée. Créer et soutenir une offre de tourisme plus responsable. Ça, c'est extrêmement important, même si pour certains, ça paraît la logique. L'offre touristique, lorsqu'on dit responsable, ça veut dire qu'elle est à long terme et ça veut dire qu'elle doit respecter les communautés locales, l'environnement et le développement économique. Le passeport vert, c'est une démarche qui va permettre de mesurer ces impacts. Donc on parle d'impacts environnementaux, mais également avoir des indicateurs sur le plan économique, le plan social, pour pouvoir notamment se positionner, se comparer entre les territoires. Et ça, c'est quelque chose qui est très attendu lorsqu'on veut piloter une démarche, et bien, il faut avoir des indicateurs de mesure.
Donc c'est créer des emplois. Lorsqu'on va développer le tourisme de manière durable, j'imagine que derrière il va y avoir la création d'emplois. Le secteur du tourisme est un des secteurs qui crée le plus d'emplois au niveau derrière 1 euro réalisé de chiffre d'affaires. Et ce sont des emplois en général non délocalisables, puisque on vient sur la destination et l'emploi va être sur place. C'est un projet qui doit aider à communiquer et à mieux valoriser le territoire, et notamment les actions qui sont déjà menées. L'idée, c'est pas de recréer un plan d'action à partir de rien et de dire voilà, nous on a 3 ans pour faire notre passeport vert, on va mettre en place notre plan d'action. Non, c'est pas ça. L'idée, c'est de prendre les actions qui existent déjà, on a parlé d'Odyssea, mais il existe d'autres actions, et de les valoriser. Des actions qui peuvent être collectives ou individuelles. L'idée, c'est vraiment de mettre sur un piédestal tout ce qui a déjà été mené. Le passeport vert, c'est de mutualiser des outils. Alors, il y a 2 niveaux d'outils. Il y a des niveaux entre les territoires. L'ANEL va fournir des outils, on va en parler derrière, mais c'est aussi au sein même du territoire. Vous pouvez partager les outils entre les professionnels. Et c'est favoriser l'innovation. Je vais vous montrer, il y a une phase, à un moment, on va devoir créer, identifier des actions. Eh bien, on va favoriser l'innovation en réfléchissant d'une manière collective à ce plan d'action. Alors si on résume, il y a trois périmètres d'action. En local, donc le territoire, ici l'espace Lune Martinique, il va se former, il va utiliser des outils, il va construire une stratégie autour du tourisme durable, en lien bien sûr avec les actions qui existent et les stratégies sur les autres domaines qui existent sur son territoire. Il va coordonner l'action entre les acteurs, il va bénéficier de financement. D'ailleurs, on peut remercier de nouveau la Caisse des dépôts qui, par le financement au niveau national, va permettre au territoire de bénéficier d'outils à moindre coût. Et il va pouvoir communiquer. Il va être en charge de la communication sur son territoire, mais plus largement. Au niveau national, là, le passeport vert va s'appuyer sur l'ANEL, qui va coordonner les actions entre les territoires, qui va valider l'engagement, c'est-à-dire qu'il va apporter également sa caution, en lien avec les Nations Unies, il va mettre à disposition des outils, des formations. D'ailleurs, dès demain, on sera toute une journée en formation avec les équipes. Il va communiquer au niveau national, va rechercher des financements, parce qu'il y a fort à parier que certains territoires vont avoir les mêmes problématiques, par exemple sur le gaspillage alimentaire. Eh bien, on pourrait très bien monter des financements nationaux pour travailler sur les territoires et ainsi les multiplier et avoir des meilleurs financements. Et puis, l'ANEL va aussi faire un travail de veille tout au long de ces années pour mettre à disposition des idées de projet et des idées de financement sur le tourisme durable. Au niveau international, on va s'appuyer sur le programme des Nations Unies pour l'environnement, qui va mettre en avant le passeport vert à travers ses communications. Il va proposer des participations dans des conférences internationales. Gérard, tu parlais de la COP22 qui aura lieu à Marrakech. J'imagine qu'on risque d'avoir des témoignages des territoires engagés sur le passeport vert pour montrer en quoi le passeport vert peut être un outil de réduction carbone. Il va apporter sa reconnaissance. À côté du passeport vert, on va avoir le logo des Nations Unies, donc c'est quelque chose qui est très recherché, notamment pour les professionnels. Et donc j'ai fait le tour avec les conférences. Donc on est bien sur un trio d'acteurs qui se complètent et qui vont, allant tous dans le même sens, vont pouvoir vraiment porter ce passeport vert, parce qu'il faut pas, je pense qu'il faut vraiment garder en tête que derrière, l'enjeu c'est aussi la notoriété auprès des touristes, c'est faire venir des touristes sur les territoires pour développer de l'activité. Comme vous l'avez compris, on est dans une démarche nouvelle, innovante, qui va se développer sur plusieurs années. La première année étant une phase de mise en place du passeport vert sur plusieurs territoires. Une première phase qui est le lancement, on va rechercher des territoires volontaires et l'espace Sud Martinique est le premier territoire qui s'est porté volontaire. Donc, encore félicitations. L'idée de cette phase de lancement qui va nous occuper jusqu'à la fin de l'année, c'est de mettre en œuvre les outils et de les tester sur ces premiers territoires pilotes. Les outils, on va le voir juste derrière, c'est une plateforme, c'est une formation et c'est un guide de mise en place, un processus. Suite à cette première phase qui va durer jusqu'à la fin de l'année, on va avoir une deuxième phase encore plus ambitieuse où on va chercher à déployer sur le plus grand nombre de territoires possible cette démarche passeport vert sur les territoires du littoral engagés dans l'ANEL. Alors, concrètement, que va apporter l'ANEL au territoire? Quels sont les outils proposés?
Un premier outil, c'est un guide méthodologique qui va s'appuyer sur une plateforme en ligne. On l'a dit, le passeport vert, c'est une démarche commune. C'est-à-dire que tout le monde va avoir le même processus de réflexion, de travail entre les territoires. Même si chacun territoire, à la fin, réalise le plan d'action qui lui est propre, on a besoin d'un guide commun. Donc c'est le travail que l'on va réaliser, enfin qu'on a déjà commencé à réaliser, et qui va être délivré auprès des territoires. Ce guide est articulé en plusieurs étapes, je vais en parler juste derrière dans le programme de formation, mais surtout, un guide, vous savez, c'est pas forcément très utilisé, il va être surtout décliné sur une plateforme en ligne. L'idée, c'est que chaque territoire pourra se connecter en ligne sur un espace de travail où il va travailler sur l'avancement de son processus passeport vert. Donc il va avoir des interfaces de travail avec des outils. On pourrait figurer ces outils par des tableaux d'analyse, des indicateurs de suivi. Il va pouvoir voir où il en est dans son processus, il va pouvoir voir où en sont les autres territoires et il va pouvoir se comparer avec des systèmes de comparaison, de reporting, de consolidation de chiffres. Et on va pouvoir comparer entre les territoires, par exemple, quelles sont les consommations d'énergie liées à l'activité touristique, quelles sont les consommations d'eau, quel est le taux d'occupation des hébergements touristiques, etc., etc. Donc c'est un outil, je pense, qui peut être assez puissant, notamment en termes de comparaison et de consolidation de chiffres. C'est un outil qu'on a voulu vraiment... pourquoi est-ce qu'on... En fait, la demande initiale était plutôt portée sur un guide, et avec l'ANEL, on a bien réfléchi, on s'est dit, un guide, ça risque d'être mis de côté et pas vraiment utilisé. Alors qu'un outil en ligne, ça donne envie, à condition qu'il soit bien fait, ça donne envie d'y travailler, ça donne envie de s'y mettre. Et donc là, il y a le côté nouvelle technologie aussi qui est intéressant. Alors, ce guide, en fait, il ne servirait à rien s'il n'était pas mis en œuvre. Et donc, pour la mise en œuvre, on est parti sur on a proposé un système de formation des équipes et des élus sur, on va dire, une première année assez dense et un suivi après dans les années suivantes. La première journée de formation aura lieu demain, donc sur une dizaine de personnes, où on va faire on va réunir 5 élus et 5 agents du territoire pour travailler sur une première étape qui est la formalisation du passeport vert. C'est quels sont nos enjeux sur le territoire, quelle serait notre possible stratégie, nos possibles axes de travail, et comment est-ce qu'on va rencontrer et discuter avec les acteurs de notre territoire pour formaliser ces enjeux. En gros, c'est de nous donner la vision et de nous donner un sens et une orientation de travail. C'est une phase assez importante qui va amener les équipes du territoire à rencontrer ce qu'on appelle les parties prenantes du tourisme sur leur territoire. Alors les parties prenantes, ça peut être les fédérations professionnelles, des hôteliers, ça peut être des communes également, ou d'autres réseaux qui vont avoir des enjeux de développement touristique. Je ne parle pas de développement durable, vraiment des enjeux de développement touristique. Ils vont avoir une perception, ils vont avoir leur propre vision du tourisme et du tourisme durable, et ils vont avoir déjà des actions qu'ils mettent en œuvre auprès directement. Et donc l'idée, c'est de remonter toutes ces informations, tous ces besoins, et d'en faire une sorte de consensus pour orienter le passeport vert d'une manière collective. Et comme on aura consulté un très grand nombre d'acteurs, il y a fort à parier que la vision résultera de leur vision de tout le monde, et donc elle sera partagée. Donc c'est la première étape. Donc on va travailler sur ce temps-là demain, mais surtout les équipes vont avoir après plusieurs mois, plusieurs semaines pour rencontrer ces acteurs et arriver, on va dire fin juin, début juillet, à une deuxième session de formation où on va travailler sur la construction d'un plan d'action à partir de cette vision, et on va travailler également sur la construction d'un plan de communication. Donc ça va être 2 jours très concrets où on va balayer l'ensemble des enjeux et comment les traduire en termes d'action avec des outils de créativité. Et après, suite à ces 2 jours, le territoire va poursuivre la création du plan d'action en menant des réunions collectives avec ses acteurs, avec ses parties prenantes, pour formaliser le plan d'action et le lancer le plus rapidement possible. Une dernière journée de formation sera dédiée au pilotage dans le temps du passeport vert, mais aussi à la consolidation, à la comparaison avec les autres territoires. Le passeport vert, vous l'avez compris, n'est pas intéressant s'il ne dure qu'une année. Les années suivantes, il y aura un suivi qui sera toujours réalisé, la mise à disposition de veille sur les financements, sur les produits, sur les autres actions qui sont faites sur les territoires. Il va probablement y avoir aussi des actions, peut-être des duc-tours ou de rencontres entre les acteurs, mais l'idée c'est vraiment de suivre
et de faire une émulation à la fois sur le territoire et à la fois collective. Alors, très concrètement, je pense que vous pouvez vous demander quelles peuvent être les actions mises en œuvre dans le cadre d'un passeport vert. Alors, je vous ai mis une première liste d'actions qui n'est pas du tout exhaustive et qui est plutôt la focalisée, on va dire, sur le côté environnemental. L'idée aussi, c'est, dans ce passeport vert, c'est d'identifier des actions qui ont déjà des financements au niveau national, qui peuvent être relativement faciles à mettre en œuvre sur le territoire. Un exemple, c'est l'ADEME a développé un outil qui s'appelle l'Écolabel Toolbox, qui est un outil qui est là pour aider les professionnels hébergeurs à obtenir l'écolabel européen. Donc si un des objectifs se dégage dans le passeport vert d'accompagner les acteurs hébergeurs, on pourrait leur proposer de travailler sur cet outil, qui est un outil gratuit pour obtenir l'écolabel européen. Ça peut être un exemple. Un autre exemple, c'est un outil de réduction du gaspillage alimentaire qui a été mis en œuvre dans le Morbihan, également sur appel à projet de l'ADEME. Et cet outil a pour but d'aider les restaurateurs à mesurer leurs déchets alimentaires et le traduire en dépenses, en coûts, et surtout réduire le gaspillage alimentaire. Donc c'est un outil qui permet de mesurer et de mettre en place des actions de réduction du gaspillage. Un troisième exemple, qui est également financé au niveau national, c'est le système d'étiquetage environnemental des hôtels, qui permet de mesurer les impacts, alors les impacts carbone, consommation d'eau, consommation de ressources, pourcentage de produits biologiques et écologiques qu'on a dans les hôtels, et de le formaliser sous forme d'étiquettes, comme vous voyez à droite, un peu sur le système des étiquettes énergétiques. C'est un système très novateur, dont la France est le premier pays au monde à annoncer la démarche, et qui va être déployé à Marrakech pour la COP22. Et, donc cet outil focalise aussi sur la réduction des coûts des hébergeurs pour leur faire des économies en même temps que des réductions d'impact. Un autre exemple, ça peut être de déployer tout un panel d'actions sur des formations auprès des professionnels et des sensibilisations, aussi bien sur les enjeux environnementaux, mais ça peut être beaucoup plus large, ça peut être aussi sur la qualité de service, sur la réception, sur les langues, etc. Ça peut être de s'organiser pour essayer de recevoir sur le territoire des congrès qui seraient intéressés par l'approche durable, l'approche environnementale. Par exemple, cette année, Nantes va accueillir un congrès qui s'appelle le Climate Change, qui est un peu le pendant de la COP, mais pour les organisations non étatiques. Et bien lorsqu'on a un territoire qui est engagé très fortement sur le passeport vert, il peut se positionner pour accueillir des congrès, des séminaires d'entreprise grâce à cet argument. Un dernier exemple, pour donner aussi du sens et du corps économique, pourquoi pas le passeport vert pourrait être l'occasion de déployer une démarche de circuit court. Comment valoriser des produits locaux directement dans l'assiette des touristes, dans les hôtels, et comment faire en sorte de faire du lien entre ce secteur touristique et les autres acteurs économiques du territoire. Parce qu'il ne faut pas oublier que le tourisme, en fait, derrière, c'est du bâtiment, c'est de l'énergie, c'est de l'alimentaire, c'est des cosmétiques, c'est du textile. Il y a énormément derrière de secteurs économiques qui sont en lien avec le secteur du tourisme. Voilà, donc j'ai essayé de vous présenter de manière la plus concrète possible comment va se déployer la démarche passeport vert sur le territoire. Et donc, si vous souhaitez, on peut passer, je pense, aux questions et aux réponses avant que l'on parle un autre peu. Très bien, merci beaucoup. Mais avant de donner la parole à la salle, je demandais à Mme Fritz, qui représente la ville du Marin, notre partenaire, si elle a un message, quelques mots à dire. Je vous laisse la parole, Mme Fritz. Merci, Président. Bonsoir à tous, Monsieur le sous-préfet, Monsieur le représentant de l'ANEL. Écoutez, c'est vraiment avec grand plaisir qu'on voit des avancées, en tout cas, et des prises de position de notre communauté d'agglomération de l'espace sud. Et bien évidemment, la ville du Marin et monsieur le maire Rodolphe Désiré que je représente, avec ma collègue élue aussi Daniel Caillot, qui est élu communautaire, nous prouve qu'effectivement nos avancées au niveau du Marin, au niveau du développement du nautisme, sont des avancées qui prennent appui aussi sur ce développement terrestre. Et c'est vrai que Odyssea, et M. Gamès est là présent, qui représente le groupement Odyssea, prouve que
effectivement, nous avons développé toute la partie maritime, cette partie nautisme, grande plaisance, avec des infrastructures de carénage, par exemple. Le Marin est devenu vraiment une cité portuaire, donc avec de l'accastillage, avec vraiment, en moins de 30 ans, notre commune est passée d'une dizaine d'entreprises, on va dire peut-être 5 entreprises, aujourd'hui à plus de 827 enseignes, une sous-préfecture, etc., etc. Et on se rend compte quand même que nous ne sommes pas différents non plus de la Méditerranée, par exemple, où les ports de plaisance ne se suffisent plus à eux-mêmes. La clientèle va passer, elle viendra, elle va s'arrêter, elle va visiter un petit peu autour, elle va rester pour de la réparation. Il faut savoir aussi que bon, la Martinique est vraiment située dans un arc antillais très très riche, avec des différences entre les îles. Et comme aime à nous dire très, très régulièrement monsieur le sous-préfet, voilà, il y a des îles, ce n'est plus de la concurrence. Dès lors qu'on va travailler ensemble, il s'agira simplement d'être complémentaires dans nos offres. Et le fait même d'arriver avec ce label européen Odyssea qui dit que le plaisancier, en tout cas, doit bénéficier des activités que nous mettons en place sur la ville qui accueille, puisque, effectivement, hein, dans le sud, nous n'avons pas encore d'aéroport, mais en tout cas, nous avons une plateforme d'arrivée et de départ de plaisanciers, enfin de visiteurs. Je parle du Marin, mais il y a aussi les Trois-Îlets. Il y aura très bientôt, nous l'espérons tous, le François. Cette clientèle, nous devons l'attirer dans les terres pour qu'elle puisse revenir ici en Martinique par son moyen de locomotion qui sont les navires, qui sont ces bâtiments. Il faut absolument que nous tous, en tout cas dans le bassin sud déjà, que nous soyons très forts et que nous travaillions en coopération, en coordination et sur des projets sensés au bénéfice même de notre propre population. Puisqu'on voit aussi, et Odyssea c'est ça aussi, c'est l'accent qui est très porté sur l'accompagnement des professionnels actuellement, mais aussi sur la formation. Comment intégrer notre population à prendre part à ce développement durable, monsieur le sous-préfet, mais c'est ça, pour qu'il soit pérenne, pour qu'il soit durable, pour que nos entreprises, que ce soit les petites entreprises ou les grandes entreprises, que nous soyons tous solidaires et que chacun y trouve sa part de gâteau. Hein, pour être très cru, c'est ça. La Martinique se développe, mais elle doit aussi se développer au bénéfice des propres Martiniquais qui sont là, qui voient les choses avancer, tout en restant dans le monde, parce que nous faisons partie du monde aussi. Donc c'est aussi regarder ce qui se passe ailleurs, prendre pour nous le meilleur avec notre propre identité, notre culture, notre patrimoine, et c'est la valorisation des individus comme du patrimoine bâti et non bâti. Donc en tout cas, nous sommes la ville du Marin très solidaire à l'action menée par tous les élus communautaires et à dire que c'est une dynamique déjà lancée et que bien évidemment nous continuons tous ensemble et que le passeport vert intégrera bien évidemment le projet de labellisation Odyssea. Merci Président. Merci. Bon, nous passons à ce temps d'échange. Vous avez la parole, mesdames et messieurs. Lumière. Pour aller toi sur le côté. Personne ne demande la parole là. Oui, donc Philippe Jalta, directeur du développement du comité martiniquais du tourisme, représentant ici donc la présidente du comité martiniquais du tourisme, Karine Mousseau, directeur général par intérim. Nous féliciter de l'action, on l'avait déjà fait pour Odyssea et de cette nouvelle action Passeport Vert, et dire qu'il y a des éléments favorables à la mise en place de ces labels et de ces démarches en ce moment, puisqu'il y a un changement de gouvernance. Il y aura d'ici 2017 la fusion des compétences tourisme auprès des communautés d'agglo. Il y a une stratégie tourisme qui est en train de se monter au travers d'un schéma régional du tourisme et des loisirs qui va avoir lieu d'ici 2017. Et que tous ces éléments doivent concourir à une même stratégie qu'il faut que l'on co-construise. Donc féliciter l'Espace Sud d'avoir initié cette démarche-là sur le territoire et qui doit s'étendre
sur l'ensemble des 2 autres communautés d'agglo et que ça s'inscrive dans une démarche globale. Merci. Monsieur demande la parole au fond. Oui, bonsoir, Raymond Sieto, président des commerçants de Rivière-Pilote. Je voulais vous demander qu'on avait déjà vu avec M. Lusbeck pour mettre en place pour la ville de Rivière-Pilote, pour être reconnu marché, c'était un label marché, et puis pour marché de France, c'était un label, on devait sur un guide. Est-ce avec ce passeport vert, on pourra intégrer ça sur Rivière-Pilote, parce que nous sommes dans les terres, mais on a beaucoup de choses à voir. Et je souhaiterais que, parce qu'on n'a pas terminé le travail qui avait commencé avec M. Lusbeck sur les marchés, il y avait eu 3 marchés qui étaient primés dans le sud, c'était le Diamant, Rivière-Pilote et le Marin. Alors, comme je trouve que c'est intéressant ce projet, alors je veux bien aimer qu'on le mette en place, c'est possible de mettre en place sur la ville de Rivière-Pilote pour développer la ville qui est un peu enfouie, c'est une ville, on est dans les terres, mais on peut aussi accueillir les touristes à Rivière-Pilote et développer un tourisme vert aussi. Monsieur Witz. Merci, Président. Juste une ou deux réponses par rapport à ces interventions, et notamment sur Rivière-Pilote. La démarche passeport vert est lancée par l'ANEL, l'Association nationale des élus du littoral, pour des raisons historiques que je ne vais pas développer ici, mais et donc avec ces élus et les responsables des collectivités territoriales qui sont membres de l'ANEL, mais la démarche n'a pas vocation à être limitée, bien évidemment, à des territoires littoraux. Nous, on le fait au niveau de l'ANEL parce que les élus de l'ANEL sont conscients que le tourisme est une activité économique majeure sur le littoral et que dans les enjeux aujourd'hui de développement touristique à l'échelle mondiale, le littoral est, avec tout ce qui le concerne, il n'y a pas que le problème touristique, il y a les problèmes d'érosion, il y a les problèmes de reconversion d'activités, etc., etc. Mais le tourisme est un élément essentiel. Et donc, nous sommes partis sur cette action-là. Mais le discours, enfin la présentation qu'a fait la vice-présidente du conseil départemental de Loire-Atlantique a démontré que c'était une démarche territoriale la plus large possible. Le périmètre appartient aux élus territoriaux. C'est à vous de décider qui veut partir sur ces actions de valorisation. Je ne vais pas redire ce qu'a dit le président tout à l'heure, mais l'excellence en matière de destination, l'excellence en matière de produits, la recherche de la qualité et de label est une chose qu'il faut avoir en tête, mais ce qu'il faut aussi aujourd'hui, dans le monde qui est le nôtre et dans la concurrence qui est en train d'être installée, c'est d'avoir des modes de production qui valorisent le territoire, qui soient au service des populations, ce que vous avez dit, madame, hein, c'est bien cela qu'il faut faire, c'est l'objectif même de cette démarche, dans des démarches de production qui soient des démarches de production compatibles avec nos problématiques actuelles et aujourd'hui. Que ce soit dans certains pays, c'est le problème de la scolarité, de la formation, des infrastructures. Dans d'autres pays, dans d'autres endroits, c'est plutôt des recherches d'économie, c'est peut-être de valorisation locale, agricole, etc., etc. Je veux dire, chaque territoire a sa particularité. Suivant le périmètre qu'on lui donne, les actions seront différentes, mais ce qu'il faut bien voir, et c'est pour ça que nous avons souhaité à l'ANEL, nous en avons discuté, que ce soit une action qui soit portée par les élus territoriaux. Parce que des actions de recherche de qualité, par exemple en matière touristique, les organisations professionnelles le font déjà. Elles font des actions pour avoir un label éco, responsable hôtelier, ou bien des actions pour le meilleur restaurant, etc. Très bien, c'est des démarches excellentes. Mais en réalité, ce que l'on veut, nous, c'est que sur l'ensemble du territoire, enfin ce que nous avons exprimé, c'est que sur l'ensemble du territoire, il y ait des démarches de production exemplaires appliquées au tourisme et qui concernent aussi bien les professionnels en tant que tels que les élus en tant que responsables des stratégies. Et c'est à eux de décider
ce qui, comme le rappelait M. Vandeville tout à l'heure, dans le périmètre et les thèmes qui seront à retenir, de ne pas se limiter simplement au trait de côte et au littoral, mais de le faire sur l'ensemble du territoire et de revenir, par exemple, vous le disiez, M. Oliveau, excusez-moi, hein, du conseil du comité martiniquais du tourisme, c'est une vocation qui serait une vocation naturellement à l'échelle de l'île tout entière. Mais ça, bon, je veux dire, il faut bien qu'il y en ait un qui démarre, hein, qui fasse la démonstration que c'est viable, que c'est possible, qu'on peut mobiliser les professionnels de tout, et puis surtout que l'on peut y rajouter tout ce qui est déjà en cours. Voilà. Donc, pour répondre à votre question plus précisément sur Rivière Pilote, je dirais que c'est le président, c'est à la communauté d'agglomération, c'est à la commune de dire si elle veut se lancer dans l'opération, mais avec qui et avec quel partenaire. Voilà. Sinon, il n'y a pas d'interdiction, c'est une démarche. C'est donc que vous y allez pas. C'est à vous d'en juger. C'est-à-dire, pour répondre à monsieur, le marché de Rivière-Pilote, c'est un marché typique. Alors, Rivière-Pilote est aussi une commune littorale, même si on ne va pas s'arrêter, M. Witt l'a dit, qu'aux communes littorales. Et Rivière-Pilote rentre dans le projet Odyssée à passeport vert. Aucun problème, bon, nous aurons un travail là-dessus. Il y aura le marché de Rivière-Pilote, il y en aura d'autres. Nous allons répertorier tous les centres d'intérêt. Et puis, voilà, mais ce sera aussi un travail qui sera fait avec le CNT. Je l'ai dit dernièrement, déjà, nous avons rendez-vous mardi après-midi pour une première séance de travail. Et puis, on va porter ce projet-là. C'est vrai que je défends le Sud, mais ce sera pour toute la Martinique. Merci. Oui, monsieur le maire de Rivière-Pilote. Oui, voilà. Bon. Bonsoir à tous. Hein. Je voudrais quand même dire que ce projet-là, le projet passeport vert, j'ai envie d'appeler passeport bleu-vert, la mer et aussi la terre. Dans mon projet de mandature, il y a une chose que j'ai appelée fleuve pilote. Hein, c'est pas pour ceux qui connaissent. Peut-être Paris, il y a Ansfigué, il y a la mer, mais il y a aussi, pas seulement il y a aussi une sorte de jonction à travers le projet fleuve pilote pour nous remonter de l'Ansfigué vers le marché, vers les Mornes. Donc Rivière Pilote s'inscrit totalement dans ce projet, mais il ne s'agira pas là de faire du nombrilisme. C'est à travers le Sud, à travers la Martinique, à travers tous ces projets que Rivière Pilote, Marin et éventuellement Grand Rivière, nous allons tous bénéficier de ce projet auquel adhère la ville de Rivière Pilote. Très bien. Merci, M. le maire. Alors l'intervention, tout a été clair, vous avez bien compris. Voilà, monsieur là-bas. Ah, tu vas. Oui. Christian Lado, élu de Rivière-Salée. Bon, nous adhérons tout à fait à ce projet parce que c'est un projet qui nous tient à cœur aussi. Et il ne faut pas oublier que nous avons l'une des plus belles mangroves de la Caraïbe. Et par contre, on a parlé de beaucoup de choses, mais tout ça a un coût. Et on a parlé des partenaires, enfin, je ne sais pas, vous pouvez entendre les partenaires financiers. Qui c'est qui va financer tout ce projet? Est-ce que l'État va participer? Est-ce que l'Europe va participer? J'aimerais avoir un petit peu plus de précision là-dessus. Merci. Nous allons laisser la parole à notre partenaire financier, la CDC. Youpi. Alors, l'accompagnement de la Caisse des dépôts s'est fait au niveau national, en accompagnant notamment l'ANEL, pour, comme vocation, de faire descendre au niveau également local la mise en place de ces dispositifs. Ensuite, au gré des différentes opérations, on pourrait mobiliser de l'ingénierie complémentaire ou additionnelle pour faire émerger tel ou tel projet. Mais la vocation était d'accompagner la tête de réseau afin qu'elle puisse redescendre ensuite en fonction des différents territoires pilotes. Mais on explique jamais rien. Peut-être une précision complémentaire aussi, on l'a dit tout à l'heure, M. Vandeville l'a rappelé,
la Caisse des dépôts s'est positionnée, comme vient de le rappeler M. Roche, au niveau national pour nous soutenir l'association dans le lancement de l'opération. Ensuite, des déclinaisons qui seront analysées par la Caisse et ses représentants territoriaux, ça c'est une chose. Mais la deuxième chose, c'est que et c'est pour ça aussi qu'on tient beaucoup à ce que ce soit les élus qui portent ce projet, parce que, prenons le cas de la formation dont a parlé M. Bondy. Ça a un coût la formation. Sauf que les élus ont la capacité d'élaborer des plans de formation pour lesquels ils vont aller chercher des financements. C'est-à-dire qui existent, ce n'est pas des choses spéciales, il existe un certain nombre d'actions dont on a parlé aussi. L'ADEME, par exemple, si vous décidez de partir sur des actions sur lesquelles l'ADEME est déjà pilote comme l'écolabel européen, si vous montez des projets dans le cadre de cette action-là, eh bien, on ne va pas vous expliquer, vous, élus territoriaux, comment il faut faire pour aller chercher des financements auprès de ces organismes-là. Vous savez le faire. Vos services le font régulièrement pour les actions que vous menez sur les territoires. Donc, l'idée, c'est de s'inscrire dans... C'est que vous inscriviez dans des actions... que les actions que vous mettrez en place s'inscrivent dans des systèmes de financement qui sont déjà prévus, de manière à ce que ce ne soit pas la collectivité territoriale ou les professionnels qui le supportent en direct. Bien sûr, ils auront, si un restaurateur ou si un hôtelier décide de refaire son hôtel, il faudra bien quand même que ce soit lui qui le finance, même s'il a des subventions, quelque part, pour des économies d'énergie, etc. Mais d'une manière générale, il existera des plans de formation qui vous appartiendra d'aller chercher, et comme l'explique M. Roche, si vous êtes dans des cadres de programmes sur lesquels la Caisse est déjà positionnée, je suppose que la Caisse regardera de façon attentive au niveau territorial la manière de soutenir le projet. Après, ce sont des... Je ne sais pas, M. Roche, vous pouvez certainement préciser un certain nombre de choses. Juste un complément, à titre d'exemple, vous avez cité le monde de l'hôtellerie. S'il y a des projets de réhabilitation d'hôtels, bien sûr, nous pouvons participer, cette fois-ci en mobilisant des fonds propres de la Caisse des dépôts, pour participer au portage de la réhabilitation. Même logique dans tout ce qui concerne les équipements liés au nautisme, à la plaisance, au port à sec. Ce sont des modalités d'intervention où nous pouvons mobiliser nos propres ressources financières pour participer au plan de financement de telle sorte à ce que ces outils puissent sortir au bénéfice du territoire. Donc oui, bien entendu, on a toute une série, je ne vais pas les décrire ici, mais à votre disposition pour étudier à vos côtés, en fonction des choix qui seront les vôtres, nos modalités d'intervention, si vous souhaitez, à vos côtés. C'est-à-dire, c'est tout travail que nous allons faire en partenariat, il n'y a aucun problème à ça, mais c'est en fonction de l'éligibilité des projets qui seront déposés. Bon, il y a des financements européens, bon, il y a des financements de la collectivité territoriale de la Martinique, et il y a aussi des financements de la structure propre. Alors, c'est en fonction de tout cela qu'on va analyser, en fonction des projets. Et pour l'instant, la première phase, c'est la formation. La formation qui démarre demain. Voilà. D'autres interventions? Je vais dire, oui. Je vais dire une chose. Je me présente. Je me présente, Pierre-Luc Lafourcade. Actuellement, nous faisons une opération de sensibilisation environnement qui s'appelle Ventoux Matinique à Bas-Clément. Et nous sommes déjà à la 4e étape sur Fort-de-France. On a déjà fait le Marin, on a fait Trinité et Saint-Pierre, et on finira par les 3e. Dans cette opération, on fait des collectes de déchets et en même temps, on visite des sites remarquables. Donc là, j'entends des projets de développement, etc. Je pense qu'il y a un gros travail à faire au niveau de la sensibilisation de la population et des scolaires. Parce qu'on a eu des écoles qui étaient des CM2 à bord du bateau, qui étaient vraiment très investies dans la notion des déchets, etc. Et on ne peut pas parler de développement durable si on n'a pas une notion de ce que le déchet, là où il vient et là où il va. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de ça à M. Larcher. Je suis allé aux Anses d'Arlay hier avec des jeunes en insertion. On y va demain encore. Et on a un très beau site qui est l'Anse du Four, avec des tortues, grâce à une protection qui a été faite depuis plusieurs années, qui est un gros développement touristique, qui a un attrait touristique énorme.
Et naturellement, quand vous nagez avec vos palmas et tuba, le fond de la baie est bourré de déchets. Donc je trouve ça assez dommage qu'on ait un outil et un potentiel énorme et que derrière, il y a tout le travail qui est fait de protection et de respect est gâché par une population touristique ou pas. Enfin, je veux dire, c'est tout le monde. Je ne suis pas là pour juger qui fait quoi, mais que ce soit au Marin, que ce soit à Trinité, que ce soit à Saint-Pierre, on a toujours des populations différentes. On a fait des analyses un peu sur le type de déchets, les provenances de déchets, que ce soit des bières ou que ce soit des bouteilles en plastique. On s'aperçoit qu'il y a une grosse sensibilisation et on a eu des instituteurs qui n'avaient strictement rien à faire de sensibiliser leurs gamins aux déchets plastiques, par exemple. Et quand vous voyez ce que ça devient dans la mer et dans l'océan, je pense qu'il y a un gros travail à faire aussi au niveau de sensibilisation des populations, que ce soit le touriste qui vient, ou que ce soit, parce que c'est dégoré, il y en a partout, enfin des cochons, voilà. Il y en a partout, et que ce soit le touriste ou les gens qui sont à terre. Parce que tous les déchets que vous mettez dans la rue, ils finissent dans la rivière, qui finissent dans la mer, tous les déchets qui sont jetés en mer, ils finissent sur la berge, sur le superbe littoral qu'on a au niveau de la mangrove, qui est le départ de la chaîne alimentaire. Donc après, ça dépend ce que vous voulez faire, mais je pense que c'est important. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. En tout cas, l'Espace Sud mène des actions en ce sens. Et je vais laisser la parole à M. Comelan, qui va décrire quelques actions que nous avons mises en place au niveau de l'Espace Sud, notamment tous les M. Comelan. Oui, alors en fait c'est un travail de longue haleine, puisque vous savez qu'en Martinique, chaque année, on a à peu près un territoire qui produit tout et qui importons également beaucoup de matières premières et de matières manufacturées, puisque chaque année c'est pas loin de 160 000 conteneurs qui arrivent sur le territoire de la Martinique, soit 900 000 tonnes de produits. Alors après, évidemment, ces produits-là font l'objet d'une consommation relativement importante que l'on constate depuis quelques années. Et il y a de la part de l'Espace Sud une action qui est menée depuis à peu près une quinzaine d'années maintenant, qui consiste à mettre en place des équipements destinés à la récupération des déchets, qui consiste aussi à lancer de la collecte sélective, puisque nous avons une collecte qui est très très jeune, puisque c'est une collecte qui a 8 ans à peine, et on collecte des quantités relativement importantes. Alors on est allé relativement vite, sur le sud particulièrement, il y a encore beaucoup d'efforts à faire, mais on constate, comme disait monsieur, effectivement, il y a des collectes aujourd'hui qui font l'objet d'une valorisation sur place, une grosse sensibilisation aussi qui est faite régulièrement, mais on a encore des comportements qui sont malheureusement encore indélicats, encore quand les fêtes de Pâques, on travaille avec l'ONF, vous avez des rêves partis, vous avez pu en informer les populations. Mais on continuera toujours à mener ces actions auprès des hôtels notamment, puisqu'ils sont de gros producteurs, auprès des établissements de tourisme aussi, qu'on sensibilise, à qui on met des équipements notamment de pré-collecte. Aujourd'hui, c'est pas loin de 22 millions d'euros qui seront investis chaque année, uniquement pour le territoire de l'Espace Sud. Et il est clair qu'on voit toujours la partie immergée de l'iceberg, il n'y en a pas ici, mais on ne voit pas tout le gros du boulot qui est fait. Alors c'est vrai qu'il y a encore un travail qui est à faire peut-être en mer, mais voilà, donc on continuera toujours à respecter ce milieu qui nous a été donné, et puis nous avons également encore cette année, les élus ont souhaité maintenir ce niveau de collecte. Il y a encore beaucoup de travail à faire. J'aurais voulu juste alors je me présente, Véronique Vidot-Deschaux, la propriétaire de la pagerie. C'est vrai qu'on parle de la mer, des bouteilles qui sont en mer. Nous, nos salariés ont fait partie de l'association Arrêtez ça et ont été à une dizaine
ramasser des bouteilles sur une plage, ramasser des frigidaires, des éviers, des écrans de télévision, etc. Et c'est vrai que ça les a un petit peu choqués de voir tout ce qu'ils ont pu ramasser en une journée. Ce que je voulais juste faire remarquer, c'est que depuis 4 ans, 5 ans maintenant que je suis là, j'ai remarqué que sur les plages, il n'y avait pas assez de poubelles, pas assez d'endroits pour que le touriste ou même les Martiniquais qui vivent là, qui vont faire des fêtes les week-ends, hein, comme pendant les vacances de Pâques, ils vont là, mais il n'y a pas assez d'endroits pour mettre leurs poubelles. Et peut-être qu'il faudrait les éduquer aussi à l'école, mais même les adultes, il faut leur dire, voilà, vous partez soit avec votre 5 poubelles, ou à la fin du week-end, vous ramassez tout par terre, vous ne laissez pas comme ça. Et c'est vrai que, allez-y en fin de week-end et vous verrez. Cette question-là, les questions que vous soulevez, comme d'autres, sont effectivement à la fois des questions culturelles par rapport aux populations. D'abord, le passeport vert dans la démarche production et consommation, ce n'est pas que pour le touriste, c'est aussi pour les populations résidentes. C'est-à-dire c'est des comportements collectifs. Hein, et on a dit il faut que le développement touristique durable soit fait pour les populations locales, mais il faut aussi que les populations locales soient conscientes qu'elles participent de la valeur touristique du territoire, donc avec tout ce que ça suppose et que vous venez parfaitement d'expliquer. Mais on retombe sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est, enfin, moi j'habite sur une commune littorale du sud de la France atlantique, je ne vais pas nommer le bassin d'Arcachon, la problématique est la même. Pourtant, on a un réseau de collecte de déchets, de tri, de tout ce que vous voudrez. On a exactement les mêmes problèmes. Donc, c'est les écoles, c'est la formation, c'est les élus font tout ce qu'ils peuvent dans ce domaine-là. C'est pour ça aussi qu'il faut que les élus participent et pilotent ces opérations-là pour qu'ils mesurent un certain nombre de choses. Et à côté de ça, il y a aussi des innovations qui sont intéressantes. Il y a la partie culturelle. Moi, j'ai discuté un jour avec le maire de Vannes sur le golfe du Morbihan, qui avait un problème qui était tout simplement les emballages de ces restaurateurs dont il ne savait pas que faire parce que tout simplement, il fallait qu'ils les sortent tous les soirs pour les entasser, de laver les villes à l'extérieur, etc. Et la question qui se posait, en tous ensemble, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire ces emballages? Et si je suis restaurateur tout seul pour agir, j'y arriverai pas. Si on le fait collectivement, on peut peut-être arriver à trouver des solutions pour éviter d'avoir 3 fois plus d'emballages qu'on en avait actuellement. Donc vous voyez, il y a aussi l'innovation et c'est pour ça qu'on parlait du réseau d'échange, parce que au-delà de la politique territoriale menée par les élus sur des questions lourdes comme les déchets ou la consommation, la distribution d'eau, des choses comme ça, il y a aussi des innovations qui sont possibles et faisables qui permettent d'évaluer justement les progrès. Et c'est pour ça aussi qu'on parle d'une plateforme d'indicateurs et d'outils qui doivent permettre de mesurer les évolutions. Pour que les gens se mobilisent, il faut qu'ils soient sensibles aux progrès qui sont faits, comme un professionnel est sensible aux économies financières qu'il va faire quand il fait un investissement ou les retours sur investissement. C'est un peu cette démarche-là qu'il faut que l'on ait pour aller dans les comportements durables. Et tout ça, c'est une analyse qu'il faut faire au départ en disant où sont mes axes prioritaires. Alors ça peut être effectivement la réduction des déchets, mais ça peut être aussi en lien avec ce que fait déjà la collectivité territoriale ou d'autres. Mais ça peut être aussi tout un tas d'autres choses. Je veux dire, là-dessus, l'innovation et la réflexion, elle est propre à chaque territoire. Valère, vas-y. Juste un petit point, je ne vais peut-être pas trop insister, mais lors des dernières péripéties à Villers-Pilote, j'ai personnellement, moi-même de avec une équipe, des élus, et aussi des administrés, dont le président des commerçants de Villers-Pilote, et nous avons fait nous remonter de la guerre. Et nous avons effectivement constaté qu'il y a pas mal de déchets. Mais il fallait que l'on montre cela, ça a été montré. Mais figurez-vous qu'il y a 2 associations de Villers-Pilote, des gens qui sont venus dans les quartiers et qui m'ont dit, d'ailleurs, nous avons envie de nettoyer notre quartier. Donc, sachez que les élus s'investissent
Et la population, il faut intégrer, impliquer la population. Et je pense qu'il faudra le répéter, mais cela va se faire. Deux associations qui veulent eux-mêmes prendre en charge leur quartier. Donc c'est ce vers quoi nous nous tournons. Et je crois fortement que certes, il faut faire venir les élus, mais il faut aussi que nous ayons en permanence cette idée, ce sens associatif, comme tu dis, cet amour de notre pays. Parce que c'est vrai qu'il faut faire venir les gens, et je revois un petit peu ce que disait M. le sous-préfet, ce n'est pas simplement un développement vert, mais c'est un développement tout court, y compris l'aspect économique, parce que c'est lorsqu'on sera propre que nous aurons donné envie aux touristes de venir, et nous-mêmes, à nous-mêmes aussi, d'être propres chez nous. Voilà. Très bien. Mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup à faire. Mais nous sommes quand même la locomotive de la collecte au niveau de la Martinique. Tout à fait, la communauté d'Aglo. Alors il y a Mme Olinella qui nous a rejoint, qui représente la collectivité territoriale de la Martinique. Quand même bien d'arriver, elle va respirer un petit peu, je vais dire d'abord. Je vais laisser Mme Caillot, qui est présidente de la commission développement économique, si elle veut dire deux petits mots. Il est clair que nous, élus, bonsoir tout le monde, il est clair que nous, élus de la communauté d'agglomération de l'Espace Sud, et particulièrement les élus de la commission du développement économique, nous prenons activement part à ce label. Nous œuvrons déjà, comme on l'a dit et répété, sur le projet Odyssea. Donc, concrètement, c'est clair qu'il faut que, comme l'a dit le maire de Rivière-Pilote, que la population soit active. Et ça, nous l'avons dit et répété, parce que nous estimons, et d'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié l'intervention de M. Tieto, du marché de Rivière-Pilote, parce que dans le parcours que nous voulons mettre en place, il est clair que l'abondement de la population sur ces projets-là, l'adhésion de la population sur ce type de projet-là est importante. Donc nous allons continuer à œuvrer. Demain, nous avons une formation, donc mais nous espérons que les choses iront de manière positive et que la population elle-même se reconnaîtra dans ce genre de projet. Voilà. Merci, Mme Caillot. Aurélie Desbrettes. Voilà. Aurélie Desbrettes, qui représente la collectivité territoriale de la Martinique, puisque M. Latentu n'a pas pu se rendre disponible pour aller jusqu'à nous. Elle m'a envoyé un petit message disant qu'elle a une autre réunion, mais qu'elle ferait tout pour nous rejoindre. Et elle a tout fait pour nous rejoindre. Alors je te laisse la parole. Si, c'est un petit. Il y a eu un représentant du CNT, monsieur, qui a pris la parole déjà. Oui, merci, Président. Bonjour à tous, et à toutes et à tous. Effectivement, je représente aujourd'hui la collectivité territoriale de Martinique. Monsieur Laventure de me représenter le Président, mais au pied levé, j'assure cette représentation. Voilà, c'est pour la idée, mais nous, un message pour la pour travailler, va peuple là. Donc, effectivement, je reviens de l'EPIC-OTF, où je viens d'être élu vice-président de l'EPIC qui va assurer la succession de l'AFPA pour la formation des demandeurs d'emploi. Donc voilà. Mais le tourisme est un sujet tout aussi important pour notre territoire. Et c'est à ce titre que le président Eugène Larcher s'est toujours engagé dans ce domaine, ainsi que le président
le conseiller, M. Laventure, aux côtés du CMT, auquel aussi j'appartiens. Le tourisme, l'environnement, l'économie, des domaines au cœur du développement de notre pays, qui sont d'une importance majeure. Et je crois que de ce point de vue, l'espace sud n'a cessé de donner l'exemple dans ce domaine. L'espace sud, fer de lance, l'espace sud, moteur du tourisme martiniquais et de l'écotourisme plus particulièrement. Et je crois que dans cette voie, il y a pas mal de débouchés à développer pour notre pays, pour notre avenir. Et moi qui m'occupe de formation, plus particulièrement à la collectivité territoriale de Martinique, je crois que c'est un domaine où nous aussi, nous devons axer en matière de formation pour nos jeunes. Des débouchés en termes d'emploi, des débouchés aussi pour la représentation de notre pays. Notre pays qui se situe dans un bassin caribéen où les paysages se ressemblent, mais où la Martinique a attiré aussi son épingle du jeu, avec des atouts non négligeables. Et le Sud est un territoire qui assure aussi cette belle image de la Martinique. Avec ce passeport vert, quelle action écotouristique Odyssea Protect, je crois que nous sommes au cœur du sujet. Je ne suis pas une spécialiste du domaine, mais je crois que Monsieur le Président Eugène Larcher maîtrise absolument tout ce champ et nous servira d'un grand intérêt, nous sera d'un grand intérêt, notamment au comité martiniquais du tourisme. Je regarde son directeur en l'absence de la présidente, mais je crois que c'est un enjeu majeur pour notre territoire. Donc, je n'ai pas pu assister aux travaux, malheureusement. Je ne sais pas si les échanges ont déjà eu lieu. Je suis en interne. Ah, donc c'est la conclusion? Ah, c'est dommage, j'ai pensé que j'aurais pu participer au moins aux échanges, donc j'ai raté l'ensemble de la manifestation. Je suis désolée, mais je pense que nous aurons peut-être l'occasion de nous revoir vraiment sur le sujet. C'est la première séance. C'est la première séance, il y en aura d'autres. On fera partie du comité. La collectivité sera dignement représentée, le CMT aussi. Donc j'en fais partie. Merci. C'est très bien. Je voulais quand même rajouter que au-delà de tous les échanges, je crois que l'essentiel, hein, et d'ailleurs c'est ce que nous défendons au sein de la commission développement économique, c'est la création d'emplois. Il ne faut pas qu'on perde de vue que tout ce que nous mettons en place, c'est permettre à des demandeurs d'emploi, à des porteurs de projets, de pouvoir réaliser leur ambition sur le territoire. Et c'est ce qui nous motive, mais c'est vraiment notre première motivation, c'est celle-là. Donc c'est vrai qu'il faut rendre attractif le territoire, qu'il faut faire des démarches au niveau de la sensibilisation sur les déchets, etc., etc. Mais ce qui nous tient à cœur, mais vraiment, c'est permettre à des porteurs de projets de pouvoir réaliser leurs projets sur le territoire et de créer des emplois. C'est vraiment ce qui nous motive. Je suis heureuse quand même alors, de cette dernière intervention puisqu'on parle d'emploi et l'emploi est indissociable de la formation. Alors je crois que nous devons travailler tous en bonne cohérence, y compris, alors j'ai signalé que je sors de l'EPIC OTF AFPA, opérateur territorial de formation, et donc je crois qu'il convient de mettre en place aussi les formations adaptées justement pour l'insertion professionnelle. L'un ne va pas sans l'autre, je crois que tout est lié. Merci Président. Très bien, bon, nous allons mettre un terme à cette première réunion, passeport vert, et nous sommes convaincus que
C'est au niveau de l'espace sud que nous réussirons. Mais nous demandons de partager cette conviction avec nous. Il faut partager cette conviction avec nous, s'accrocher, y croire. Il n'y a pas de raison de. Et on a l'habitude de dire ici, quand le Sud avance, c'est toute la Martinique qui avance. Merci.